Pour ce 4e épisode, j'ai proposé à Maxime Mergalet de prendre la parole sur la Freediving Family. Il était confortablement installé dans mon canapé à raconter ses dernières aventures en buvant un café au lait bien chaud. C'est tout naturellement que je lui ai proposé de l'enregistrer. Le copain Maxime, c'est un sacré bonhomme de 29 ans, un aventurier hyperactif qui photographie en milieu extrême. Il a notamment fait le tour de Bretagne en paddle, une transatlantique en trimaran avec Sébastien Roubinet, réalisé le projet Earth of Ice, des photos aquatiques au cœur des glaciers européens. Il a d'ailleurs reçu le prix de la Fondation de la mer en 2024. Il a traversé la Laponie en ski pulka sur presque 300 km. Il a réalisé la première traversée de l'Islande, du nord au sud, en ski kite et en totale autonomie. Il a aussi été élu meilleur médiaman embarqué sur la Guyader Bermude Nile Race, une course de voile en IMOCA. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il est surtout photographe aquatique pour le surf de grosses vagues. Et je peux vous garantir que s'il y a bien un apnéiste de survie, un apnéiste forcé, c'est Max lorsqu'il va dans les vagues de Nazaré ou lorsqu'il saute à l'eau pendant la tempête Epsilon. Installez-vous tranquillement et découvrez les tumultueuses aventures aquatiques de Maxime Mergalet. Salut Julien. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi sur la Freediving Family pour ce 4e épisode. Récemment, on a eu Eva André, qui est une championne qui plonge dans les profondeurs en monopalme. On a eu Baptiste Loiseau, le photographe animalier à Moorea. On a encore eu Tatiana, une des rares femmes noires à faire de l'apnée en profondeur. Mais toi, t'as un profil bien particulier. T'as un copain que je connais depuis 2018. Tu t'envoies dans des grosses conditions de vagues. Ouais, exactement. J'adore la photo aquatique et j'ai poussé la chose à son paroxysme. J'aime vraiment les grosses vagues. C'est un truc qui m'attire beaucoup et du coup, ça m'a permis d'aller jouer là-dedans avec les copains. Alors aujourd'hui, ouais, je suis photographe et vidéaste pro, enfin, c'est mon métier, c'est ce qui me fait vivre, et je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est milieu extrême, que ce soit du coup le surf de très grosses vagues, c'est par là que j'ai commencé en photo aquatique. Après la course au large, j'ai bossé pas mal avec des bateaux de course, notamment des bateaux du Vendée Globe, un petit peu de haute montagne. Là, en ce moment, je fais beaucoup de photos aquatiques dans les glaciers, en spéléologie glaciaire, et sinon les milieux polaires où j'ai vraiment développé pas mal de compétences là-dedans aussi. Ouais. Ok, t'es un aventurier. C'est ça. Et diplôme, j'ai une licence en management du sport et après j'ai appris mon métier sur YouTube pour la partie vraiment technique photo-vidéo. Après, toute la partie créativité, ça c'est libre à chacun. Et après, je me suis toujours formé de manière à aller en sécurité dans chaque milieu où j'allais. Donc, Toi, Maxime, t'as une particularité, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est hiver 2021. On est à Guétari, sur la côte basque, en France. C'est la tempête Epsilon. C'est pas en 2021 2019. 2019. Entre deux Covid. Entre deux Covid. Entre premier confinement et deuxième confinement. D'accord. Et t'avais les dents, t'avais envie d'aller à l'eau. Et c'était la tempête Epsilon. Les vagues, elles étaient pas monstrueuses, c'était pire que ça, c'était des bombes. Et tu te rappelles, on était sur le bord de l'eau tous les deux, on discutait, et tu me demandais j'y vais pas. Et c'est la première fois que j'avais peur pour quelqu'un. Et t'es allé dans des conditions, tu peux nous en parler, des conditions dantesques. Ouais, c'est vrai que t'avais un peu l'impression que t'as la porte des enfers qui s'était ouverte ce jour-là. J'y étais déjà allé la veille au soir, et les gars, ils me voient en bas de la vague, un tube parfait à avalanche, et personne me connaissait, donc je débarque de nulle part. Pour la petite anecdote, j'étais parti plonger dans les glaciers pour faire de la photo. À Chamonix, j'ai vu l'épreuve et je suis rentré. C'est quoi l'épreuve ? Les prévisions. Ok. J'ai vu sur internet, tu peux regarder les bulletins météo et c'est quelque chose que je suivais beaucoup à l'époque parce que je chassais les grosses conditions et j'ai vu qu'il y avait les conditions parfaites. J'ai réussi à faire matcher le shooting aquatique dans les glaciers puis ensuite la logistique pour rentrer et arriver directement à Guétari pour ces conditions-là, quoi. Donc à Guétari, il y a 2 spots de surf, de gros. Il y a Parlementia, qui est, quand on regarde la mer, c'est à droite, et à gauche, il y a Avalanche. Et c'est à Avalanche que t'as fait des photos dantesques. T'es parti non pas en jet ski, mais t'es peut-être un des seuls photographes de cette année à être allé à la palme, dans des vagues qui faisaient entre 5 et 6 mètres, 7 mètres. Ouais, moi je les avais mesurés jusqu'à 8, en fait, en estimant la taille du bonhomme sur ma photo et puis en calculant après, en les empilant les uns aux autres. On va rester sur du 5 mètres, comme ça au moins on n'ira pas. Mais c'était un 5 mètres plutôt sale. Très solide, ouais, c'était vraiment dingue. Mais il y avait pas de jet ski, ils étaient tous partis à Bellara. Et en l'occurrence, moi ça fait des années que je m'entraînais
J'étais vraiment serein dans ma tête et ce qui m'a mis le doute, c'est les interactions avec les gens en fait. Bah oui. Parce que tout le monde projette sa peur sur toi. Donc la veille, j'ai pu aller shooter, voilà, je débarque, les locaux qui me voient. Au final, Clément Rosero qui me dit mec, je te ramène. Il avait peur en fait que j'arrive pas à rentrer au port tout seul. Mm. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer les gars, discuter un peu avec eux. On s'est revus le lendemain matin sur le spot et les gars m'ont dit on veut pas te voir à l'eau. Et moi j'étais là, mais en fait les mecs, je m'en fous un peu de votre avis. Moi je suis là pour ça, vous êtes entraînés pour ça, je me suis entraîné pour ça. Peut-être que vous me connaissez pas, mais moi à l'époque, je venais de finir ma licence TAPS, j'étais à 24 heures de sport par semaine, j'avais un physique d'alien, et en l'occurrence, j'avais une prépa physique qui était faite au cordeau, et je me préparais vraiment à aller dans tous ces milieux-là. Donc j'étais dans ma tête très sûr de moi, j'avais quand même fait ma formation chez les sauveteurs en mer, et notamment spécialisé en côte dangereuse. Donc je connaissais plutôt bien, j'avais étudié la mer, ses risques, ses dangers, et comment vraiment jouer avec les courants pour me déplacer là-dedans. Puis ça faisait un moment quand même que je faisais des allers-retours entre Paris et la mer. Dès que je voyais des grosses vagues, j'y allais pour shooter, m'entraîner. Donc ça faisait un moment que... T'as souvent dormi sur le canapé. Ouais, j'ai souvent dormi sur ton canapé, j'ai pas mal dormi dans des bagnoles, enfin ouais, j'y ai passé du temps. Et Maxime, si on revient un peu sur l'apnée pure, quand tu te retrouves sur le spot d'avalanche avec des vagues entre 5 et 7 mètres, on va dire, qui te cassent dessus, et c'est des formes de machines à laver monstrueuses. Les apnées durent combien de temps? Comment était ton corps? Comment était ton état d'esprit? Moi, à partir du moment où je m'engage là-dedans, donc déjà j'ai accepté le facteur risque. Donc je sais que ouais, c'est pas sans risque, je peux me noyer, c'est un fait. Euh, Moi je suis ok avec ça. Je sais que c'est un risque, je l'ai pris en compte. Je sais que je me suis entraîné pour ça. J'ai plein de clés pour voilà, si jamais je vais pas bien, que je me fais embarquer par le courant, que je sais qu'il faut que je me laisse aller au large pour que les sauveteurs me récupèrent en sécurité. J'ai briefé tous les gens que je connais au bord sur le protocole à suivre. Notamment, il y avait ma copine de l'époque qui voilà, suivait de très près et on en avait beaucoup discuté aussi avant. La pauvre, ça n'a pas été simple pour elle de me voir aller là-dedans et ça a mis du temps. Enfin, le moment où je suis pas rentré par le chemin le plus classique Non, t'es et passé par, je m'en souviens très bien, je te regardais, t'es passé par Parlementia. ouais, T'as pris les vagues de Parleux, mais pour rentrer. Moi, en gros, quand tu te mets à l'eau, tu pars du port et ouais, le courant t'emmène au large direct, vraiment à une vitesse folle. Soit tu prends à droite, tu vas à Parlementia et là, les vagues vraiment elles me faisaient pas rigoler. Et je déteste cette vague. C'est une vague dessous, il fait tout noir, la vague elle te suce vers le fond, elle te rembarque vraiment dans l'intérieur. Enfin, chaque fois que tu vas shooter là-bas, je passe jamais des bons moments. Et par contre, bah, si tu continues et que tu tournes à gauche, là, t'arrives à Avalanche, une espèce de petit tiopo tout parfait, celui qui pète sur un riff, mais que quand c'est vraiment très gros. Donc c'est une vague qui est très solide, mais super belle. J'adore la forme qu'elle a, j'aime beaucoup son comportement. Enfin, elle est pas traître, elle va pas te sucer dans l'intérieur pour t'exploser la tronche. Et du coup, ouais, je me retrouve là-bas quand j'y vais. Parce que la question c'était dans quel état d'esprit j'y vais, et j'y vais pour faire ce que je rêve de faire depuis très longtemps. J'ai passé beaucoup de temps à écailler des poissons pour me payer mon appareil photo. Parce que du coup, moi, le petit peu mentor spirituel de la photographie, ça a été Ben Ward. Le jour où j'ai vu ses photos, j'ai dit je veux faire la même chose. Et lui, c'est vraiment le patron. La preuve, c'est que c'était le seul à avoir le droit de shooter à l'eau pendant les JO de surf à Tahiti. Et du coup, j'ai dit ok, je vais faire comme lui. Enfin, je vais acheter le même matos, ce qui était déjà bien en place. Et donc, j'ai acheté du matos très onéreux à l'époque. Et donc, enfin, ça faisait un moment que j'étais dans cette démarche-là et que je m'y préparais. Donc, quand j'arrive là-bas, c'est ok, je vais faire les shots de ma vie. J'y vais sur une des sessions les plus grosses qu'il y a eu depuis une dizaine d'années. Et j'arrive pour faire ma place en fait. Enfin, et pour que les gens se rendent compte, quand même, pour les auditeurs, la tempête Epsilon, pendant cette session de surf, moi j'étais au bord de l'eau, sur le parking, et les vagues étaient tellement énormes, vraiment, et une vague est arrivée, a sauté par-dessus le muret, et a soulevé les voitures, soulevé les camions, et il y a des passants, des surfeurs qui ont été aspirés par la vague, et qui sont même passés sous des véhicules, avec des planches de surf, des vêtements, qui se font aspirer et qui repartent à la mer. Et là, on était au bord, et on disait,
Il est où, Max? On te voyait plus avec ton petit casque, avec ta croix rose. En rose, ouais. On te voyait plus. Et il y avait les pompiers au bord. Ouais, d'ailleurs, ouais, ça c'est une anecdote aussi. Du coup, les pompiers ils ont été déclenchés pour un nageur. On était deux nageurs. Il y a un mec qui est venu pour faire du Oui. body surf, donc Exactement. juste avec des palmes et sans planche. Et moi, moi j'avais donné la consigne. Personne vient me chercher. Enfin, de toute façon, il y a quasiment personne qui est capable de venir me chercher là-dedans. Il faut venir par l'extérieur, quoi, en jet. Ouais, mais du coup, c'est ce qui s'est passé. Ils ont envoyé deux sauveteurs, deux pompiers pros. Il y en a un, je crois, il avait même pas 25 ans. Et en fait, les gars, ils étaient pas habitués les conditions. Ils ont pas vu ça depuis 10 ans, faut quand même se le rappeler. Et en fait, les gars, ils ont coupé court et ils sont passés par un endroit où il y a une dalle qui découvrait. Et ils se sont mangés un plomb monumental. Il y en a un, il s'est pété les deux fémurs. Et en fait, sa carrière de pompier est finie, quoi. Et moi, je voulais pas, c'était hors de question qu'on déclenche les secours pour moi. Étant donné que j'étais déjà sauveteur, je connaissais les risques. Ouais. Et je savais surtout que dès qu'on déclenche les sauveteurs, on engage d'autres vies. Donc moi, c'est mon choix, je fais mes choix, et vous venez pas me chercher, quoi. Mais du coup, j'ai appris ça plus tard. Je me suis fait engueuler par un surfeur, ouais, on a déclenché les secours à cause de toi. Je dis, ah, mais déjà, qui sait que c'est à cause de moi? J'étais pas le seul. J'ai demandé à rien à personne, je m'en suis très bien sorti, enfin, il n'y avait aucune raison qu'on vienne me chercher, quoi. Je crois qu'à la suite de cette expérience, t'as fait des rencontres comme Clément Rosero. C'est ça, le surfeur? Ouais, Clément, bah, d'ailleurs, qui fait deuxième au Nazaré Challenge cette année. Le gars, il pèse vraiment fort sur la scène internationale. Et bah, du coup, moi, personne me connaît jusqu'à Epsilon, et en fait, ça a fait du bruit, quoi. Enfin, les gars, ils se sont dit, ce mec-là est fou, mais il a une bonne folie, quoi. Il sait faire, il a pas peur, il est capable d'engager sérieusement, puis surtout, il fait les choses correctement. Et du coup, avec Clément, on a un peu échangé, et jusqu'au jour où Clem m'appelle, ouais, Max, j'ai besoin de faire un projet maquette que je propose à mes sponsors, vas-y, viens. Et en fait, c'est là où j'ai passé tout mon hiver 2021 avec Clément. Ouais, du coup, 2020, on n'a rien fait ensemble. Et 2021, on a passé plus de 3 mois à shooter ensemble et à chasser les plus grosses vagues de l'hiver. Chasser les plus grosses vagues de l'hiver, ça fait rêver. Ça me fait penser notamment à la vague la plus grande, la plus grosse au monde, c'est Nazaré. Tout le monde connaît un petit peu. Est-ce que toi, t'es déjà allé à Nazaré? Nazaré, ça a été fait avec Clem. Et on est arrivé à Nazaré la veille d'une compète. Clément rêvait de faire cette compète, il n'avait pas été invité. Mais du coup, on prend un peu la dimension du truc, quoi. C'est là où il y a Pierre Rollet qui a fait un roller. En gros, il a fait un demi-tour sur la vague avec son jet ski. Il fait une manœuvre de surf en jet ski. Au final, ils perdent le jet. Et enfin, c'était très, très, très solide. Et Clément me regarde, me dit, c'est bon, t'es vacciné, t'as plus envie d'aller à l'eau, là, t'as compris? Et je lui dis, non, mec. Genre, moi, c'est magnétique. Quand je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à l'eau. Je suis d'origine bretonne et du coup, la culture dans ma famille, c'est dès qu'il y a des tempêtes, on va voir la tempête. C'est un peu comme aller au cinéma. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu aller dedans. Je me suis toujours dit, ouais, je suis sûr que c'est possible. Mes parents m'ont toujours dit, mais ça va pas la tête. Et là, en l'occurrence, bah, c'est un peu ce qui s'est repassé. Clem me dit, ouais, c'est bon, t'es vacciné. Pas du tout. Et du coup, moi, j'étais là à dire à Clément, mec, t'es le seul gars à avoir un mec qui peut aller en aqua sans jet. Et sinon, il y a un autre gars qui s'appelle Laurent Pujol, que je salue d'ailleurs, c'est un peu le patron là-bas en photographie aquatique. Et lui, maintenant, il arrive à un stade où voilà, il a un jet ski, il a un spotter, il a un pilote. Tu peux expliquer c'est quoi un spotter? C'est un mec qui est en haut de la falaise et qui va te dire, ok, là, t'as une vague qui t'arrive à droite, va plus au nord, va plus à gauche. Le surfeur est plus comme ci, comme ça. Donc ça veut dire que toi, dans l'eau, t'as un talkie-walkie? Alors, Laurent Pujol, oui, moi, personne. Du coup, en fait, moi, Clément voulait pas que j'aille à l'eau, donc j'ai fait du drone, j'ai fait trépied, téléobjectif, et je devenais fou. Et à un moment, Clément finit par me dire, écoute, Max, vas-y, c'est bon, viens. Enfin, t'as 1 heure. Donc là, il me fait, va chercher le gilet à cartouche, parce que du coup, il y a possibilité d'avoir un gilet comme un airbag, où t'as des cartouches de gaz, ça te permet de remonter plus vite. Et bref, un petit couac derrière, parce que donc on discutait au Toki, le Toki marche pas super bien. Et donc il me dit, mets le gilet à cartouche, les cartouches sont pleines, dégonfle-le bien. Et moi, donc je cours en haut de la falaise, je mets le gilet, je me prépare, les caissons étanches, etc. Le gilet, tu le mets sur ta combi ou dessous? Celui-là, c'est un qui va sur ta combi. Ok. Mais le gilet, c'est un gilet un peu comme un t-shirt rouge vif en néoprène avec une vessie dedans qui se gonfle avec les cartouches de gaz. T'as 4 tirettes dessus pour déclencher les 4 cartouches et une 5e tirette pour pouvoir le vider parce que du coup, une fois que t'es gonflé, t'as de l'eau qui passe sous les pecs. Donc en fait, impossible de plonger sous une vague. Faut le dégonfler si t'as une série qui te revient dessus. En fait, j'arrive au bord de l'eau, je touche les cartouches et là je me dis mince, en fait, y a pas les cartouches, j'ai mal compris. Et donc je commence à gonfler un peu le gilet. Est-ce que tu peux le gonfler à la bouche, c'est Tu ça? peux le gonfler à la bouche. Pire erreur. Parce que du coup, tu peux pas plonger sous les vagues.
Et là, tu te prends des paquets à Nazaré, devant toute la scène internationale. En fait, tu peux pas plonger sous la vague, et du coup, Et les vagues, elles faisaient quelle hauteur? je vais rester humble et je vais dire 8 mètres, mais c'était 8 mètres en moyenne, quoi. Il y avait vraiment des trucs. Puis c'est des vagues, elles sont tellement immenses. C'est pas comme, je sais pas, tu vas à Biarritz où tu vas avoir des vagues très très creuses, mais qui vont pas aller au-delà de 3 mètres, tu vois. Enfin, ça dépend des spots. Typiquement, tu vas à Valence, moi, c'est un peu plus bas, c'est à Guétari. Ça dépend toujours un peu des spots, mais là, c'est pas une vague qui est hyper creuse, elle est assez plate. Enfin, sauf quand elle monte énormément, très très haut. Compliqué de se rendre compte imagine un terrain de foot qui se déplace. Et donc t'as ça qui va te péter sur la tronche, et toi tu vas ricocher devant la vague. Et là, pour le coup, tu te retrouves à faire des apnées. Tu sais que t'as pas d'autre choix que d'être en apnée. C'est le moment où tu lâches l'apnée, soit c'est parce que la vague elle t'a relâché et que tu peux respirer, soit tu te noies. Parce que vraiment, Nazaré, c'est Et hardcore, donc, quoi. c'était des apnées de combien de temps en Nazaré, par exemple? Je pense que ça a dû faire un 30-45 secondes max. Répété? Bah, dès que t'as une vague qui arrive, tu te fais emporter. Donc, ça dépend. Je pense pas que j'ai fait plus de 45 secondes là-bas, Ouais. c'est sûr. 45 secondes, c'est très très long sous une vague. En fait, les gens, je pense, se rendent pas forcément compte, mais 45 secondes en surf, c'est monstrueux, parce que c'est comme si vous faisiez un sprint de 100 mètres, un petit round de boxe, et ensuite, là, vous partiez en apnée. Ouais, bah moi, en fait, ouais, c'est même, tu es en train de te faire boxer en apnée. Ouais. C'est-à-dire que t'es sous l'eau et la vague, elle t'emmène dans tous les sens. Donc toi, faut que t'arrives à rester relâché pour pas consommer trop d'oxygène. Et il faut pas que tu sois trop relâché pour pas que tu te fasses mal, parce qu'en fait, la vague, elle te démembre. Et comment tu fais pour ne pas te faire assommer par Mon caisson ton étanche. caisson étanche Enfin, avec ton appareil photo? ça, il y a eu des fois où ça me l'a arraché des mains, et heureusement que j'ai mis un leash, sinon j'aurais perdu le caisson. Et sinon, souvent, je le cale sous le bras et je le tiens vraiment, je me mets en boule et il est calé sous mon bras. Comme ça, je sais que je vais pas me le reprendre dans la tronche. Même si j'ai quand même un casque pour protéger ma tête et des surfeurs et enfin, de prendre un KO, parce que quand la vague, si jamais la lèvre te casse sur la tête, si t'es KO dans l'eau, tu te noies, quoi. Ok. Et t'as des petits tips un peu de photographe aquatique pour que tes photos elles fonctionnent à l'instant T, parce que le surfeur à la vague, des fois, c'est la vague d'une vie et ça dure que quelques secondes. Toi, tu dois être au bon endroit, au bon moment. Comment tu fais en sorte que ton équipement soit prêt, que ça soit pas flou? Je me rappelle, t'étais chez moi une fois, après cette tempête Epsilon, et t'étais fou parce que ton appareil n'avait pas fait le focus, tu t'en souviens? Ah ouais, il y avait un nombre de photos qui étaient floues, j'étais Ouais. dingue. Donc comment tu fais aujourd'hui pour que ça soit parfait à l'instant T? Bon, il y a des techniques, soit tu vas te mettre en hyperfocal, donc là c'est des réglages qui font qu'en gros quasiment toute la photo est nette tout le temps. Moi c'est vrai que ce jour-là j'ai fait confiance à l'autofocus de mon appareil. Je me suis dit vas-y on tente le tout pour le tout, on va essayer d'avoir la meilleure qualité possible. J'aurais pas dû jouer, j'avais pas un matos assez performant à l'époque. Depuis j'ai changé de matériel 2 fois et T'as quoi aujourd'hui? j'ai un Sony Alpha One, c'est le plus gros boîtier photo photo vidéo de chez Sony, et avec des optiques pareil très haut de gamme, donc plus le caisson étanche qui est une des références, C'est quoi la marque du caisson c'est étanche? Aquatech. Aquatech. Et du coup ça marche très bien, même autant en photo qu'en vidéo, j'ai quasiment jamais de raté. Le petit tips, ouais, c'est en gros, de mettre de la salive sur le dôme à l'avant, la face avant, pour qu'il n'y ait pas de gouttelettes d'eau, et être sûr que vraiment l'eau ruisselle bien. Comme ça, t'as pas de problème d'avoir des petites gouttes sur tes photos, quoi. Pour l'anecdote, quand j'étais au championnat du monde d'apnée Aïda, là, je voyais une des photographes qui était en train de lécher l'objectif et je fais mais qu'est-ce qu'elle fait? Et ça m'avait détendu avant d'aller plonger, je fais il est folle. Et maintenant je sais pourquoi. Pour survivre dans ces conditions vénères, et pour l'avoir vu, c'est vraiment très violent. Et plusieurs fois, vraiment, j'ai eu peur pour toi, Max. Quelle est ta préparation physique? Comment tu fais pour être prêt physiquement? Très grosse appétence pour les sports de combat. Je fais pas mal, j'ai commencé par judo, jiu-jitsu, je peux vite glisser vers le MMA et le pencak silat. C'est un sport, c'est pas un sport, c'est un art de combat du sud-est indonésien. En fait, dans le pencak silat, on te conditionne psychologiquement au combat réel, donc très violent, enfin une démarche intellectuelle qui est assez poussée. En tout cas, dans ma façon que j'ai eu de le faire et du coach qui m'a entraîné. Et en MMA, je me suis entraîné avec des mecs. Il y en a, le sambo, c'est le MMA russe, et il y a des gars qui faisaient 3e au championnat du monde de sambo. Il y en a, cette personne-là en l'occurrence, c'était dans mon club. Et quand tu tournes avec un mec comme ça et que t'as beau mettre le casque et qu'à chaque droite qu'il te met, il te couche, et que toi t'as 3 minutes à faire, tu dois te relever, faut que tu gères le stress, faut que tu relativises et que tu te dises non mais là t'es dans un cadre d'entraînement, tu dois aller au bout. Donc au final, c'est quoi? C'est plus facile de faire des rounds de MMA contre un mec bien solide ou
de se taper des vagues de 8 mètres sur la tête? Ah, c'est plus facile de taper un mec de MMA bien solide dans un cadre d'entraînement. J'ai pas encore eu la chance, là j'ai programmé des combats en cage en Allemagne et j'ai pas été programmé sur la liste. Mais là, tu vois, quand t'es dans le cadre de l'entraînement, tu sais que tu vas pas mourir. Quand t'es à l'eau, c'est toi face à la nature. La nature, elle sera toujours plus forte que l'homme. On a beau faire les malins, on n'arrivera jamais à la contrôler. Et en l'occurrence, là, si je me rate, souvent, moi, ce qui est un peu mon garde-fou, c'est mes proches. Je pense à mes parents, maintenant je pense toujours du coup à ma mère et mon frère. Quand j'ai la chance d'avoir une copine, ça habite aussi beaucoup mon esprit, mais je me dis, je reviens pour ces gens-là, c'est hors de question qu'il m'arrive quoi que ce soit pour eux. Donc ça, c'est vraiment ce qui fixe ma limite. Mais du coup, pour en revenir à l'entraînement, le MMA, ça me permet de me conditionner autant physiquement que mentalement. Donc déjà de travailler dans des hauts niveaux de stress physique à des hautes intensités de fréquence cardiaque. Tout ça, ça permet de la réflexion sous le stress, l'agilité, etc. Ça permet d'avoir un corps qui est très puissant, avoir un bon cardio et aussi des articulations bien résistantes. Après, au niveau psychologique, ça te conditionne à la gestion du stress. Et ça, c'est hyper important dans ces conditions-là. Et après, il y a aussi les bains glacés qui m'aident beaucoup. Où là, ça me permet vraiment par la projection mentale, réussir Alors, à... des bains glacés, c'est quoi? Tu remplis ton bain de glaçons, tu vas dans des lacs l'hiver? Alors moi, ce que je préfère, c'est les lacs gelés l'hiver, ou quand à l'époque où il y avait une piscine, tu sais, les piscines autoportées bleues, là. Ah, on l'avait fait ensemble. Ouais, et c'est vrai que c'est moi qui t'avais Oui, initié à c'est toi ça, qui m'as ouais. initié à ça, ouais. Et depuis, moi, je suis accro. Ouais. Ouais. Et c'est ouf, parce que du coup, en fait, à partir du moment où t'arrives à faire preuve d'une résilience totale, d'acceptation, et que t'arrives à te relâcher complètement, t'arrives à un niveau d'apaisement. C'est comme si t'appuyais sur le bouton reset de tes émotions. Et du coup, le fait de contrôler tes émotions fait que tu vas réussir ou de faire abstraction totale de tes émotions. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup en tir. Quand tu fais du tir, si tu veux mettre dans le mille. Tire sur quoi? Pistolet? À Ouais, l'arc? non, moi, je l'ai fait à l'arme à feu, et dans un cadre assez spécial, mais c'était, du coup, une des premières consignes était faites abstraction totale de vos émotions, ne visualisez que la cible. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, je mettais dedans. Et à chaque fois où tu as une toute petite pensée négative ou autre qui vient de parasiter, tu te retrouves à pu mettre exactement dans le mille. Et donc, tu vois, ce côté bain glacé, relâchement par la projection mentale, fait que quand tu te retrouves à te faire brasser dans des vagues, des fois, il peut y avoir des espèces de retours de courant qui vont te plaquer au fond, ce qui m'est arrivé une fois à la Nord. C'est la Nord, c'est à Osgore, au large. C'est une vague qui se lève quand c'est vraiment gros. On est allé une fois avec Clément et Paul, qui était le driver de Clément. Paul, comment? Paul Lousteau. Ok. Un petit jeune qui fracasse aussi. On formait vraiment une belle équipe, c'était très cool. Et du coup, cette session-là, il y a personne qui était allé à l'eau, sauf il y a Kylian Garin qui a tenté à la rame. Clément, au moment, l'a redéposé sur une vague, et là, il a pris une vague monstrueuse où il s'est fait enfermer et il a eu suffisamment d'hormones sécrétées pour pas se noyer, mais c'était oufissime cette scène. Et sinon, il y avait Kao Olivas qui remporte les JO en surf. Qui est tahitien? Qui a grandi à Tahiti, ouais. Et c'était Sancho Lopez, je crois. Bref, il formait une équipe en jet ski, il essayait de faire du step-off, c'est-à-dire il se faisait jeter par le jet ski dans la vague. Ils n'ont pas réussi à prendre de vague, et nous, on est parti en towing au large. Donc, en towing, c'est-à-dire que t'es tiré derrière un jet ski. Ouais, c'est ça. Comme en wakeboard. Ouais, à peu près le même délire que le wake, ouais. T'es lancé par le jet ski en étant tracté par une corde. Donc t'as une planche avec des footstraps où t'as tes pieds calés dans la planche. Et moi, les gars, ils sont venus me chercher, ils m'ont jeté au large. Après, Clément est revenu chercher Paul, ils ont switché. Clément s'est remis à l'eau, Paul a drivé. Et là, moi, je me suis retrouvé au milieu de vagues. Ouais, la Nord, c'est violent, celui-là. Ouais, pour le coup, je trouvais ça plus apaisant la fois à Guétari pendant Epsilon que là-bas. Là-bas, t'es vraiment au large. C'est un spot de sable, c'est pas un riff, donc la vague bouge beaucoup, puisque en fait le banc de sable se déplace. Et là, à un moment, mais il y a un tsunami qui arrive. Genre, j'ai vu la vague, j'étais là, mais je suis tellement en retard. Et je suis parti chercher les crabes, mais j'étais au niveau du sable, j'ai plongé tellement profond. J'ai senti, j'ai pas eu le temps de décompresser. T'étais à quel mètre? 5 mètres de profondeur? Ouais, je pense. Pas plus en tout cas, mais ouais, tu sens tes tympans qui compriment, t'as pas le temps de décompresser, tu veux qu'une chose, c'est passer cette vague, quoi. Et en fait, la vague, elle est venue me chercher du fond. Ça m'arrache le caisson des mains.
Donc je suis tiré par mon caisson qui est accroché à moi par le leash. Et là, je sens que je prends vraiment la forme de la lèvre de la vague, quoi. Et là, je me dis, plus c'est en mer, mais c'est que ce soit en voile, en surf ou quoi, plus le silence est long, plus l'impact est puissant. Et Plus là, le silence est long et plus l'impact est puissant. ouais. Ouais, c'est vrai. Et là, mec, un silence tellement long. Vraiment, tout est calme d'un coup, genre tout s'arrête. Et là, tu te dis, oh la vache, là, ce qui va se passer, ça va être coquin, là. Et là, je vais impacter le sol, la lèvre me prend une explosion, un son, mais c'était... j'ai rarement entendu des chocs aussi violents que ça. Et là, je me retrouve, je touche le fond, la vague me reprend, me ressort, je revois le jour, mais pas le temps de respirer, me ramène au fond. Cette phase-là, toute la préparation que j'ai faite avant, en fait, je me la revisualise. Je revois tous les coups que j'ai pris, tous les coups que j'ai mis, tous les étranglements, les clés de bras, toutes ces phases de bagarre, les pains glacés. Enfin, en gros, c'est tellement long, tout dans le temps passe tellement lentement, t'as le temps de revoir énormément de choses, ça se passe super vite dans ta tête. Et en fait, je vais chercher à recréer une zone de confort dans un milieu qui est censé être extrême. Et vraiment, tu crées mentalement une zone de confort là-dedans, et pour aller chercher l'apaisement. Parce que du coup, si ton stress augmente, typiquement, moi, genre, je me le suis même fait tatouer, à tel point c'est devenu un mantra. On m'a souvent demandé, t'as peur? En fait, à partir du moment où tu prends la décision de partir dans un milieu aussi extrême que ça, tu peux pas laisser la peur rentrer dans ton esprit. Tu peux avoir peur avant, genre c'est bien parce que ça te permet de jauger le niveau d'engagement dans ce dans quoi tu pars. Mais moi en tout cas, même dans ma pratique de la montagne, j'estime qu'une fois que tu as pris la décision de t'engager, la peur tu la laisses derrière toi, tu la laisses plus t'atteindre. Parce que toute petite graine de peur risque de grandir énormément dans ton esprit. Donc pour supprimer cette peur, tu restes concentré sur l'instant présent et tu focalises sur ta préparation. Ouais, bah du coup la peur je la considère avant. À partir du moment où je prends la décision de partir, je la laisse à la maison. Et pour vraiment ne pas la laisser rentrer dans mon esprit, je focus uniquement sur l'objectif. C'est-à-dire que si je sais qu'il y a telle vague qui arrive, qu'il faut que je la dépasse en passant par la droite et que j'ai un 100 mètres à faire pleine balle, je fais mon 100 mètres pleine balle et dans ma tête c'est je vais le réussir. Je projette vraiment la réussite de mon objectif et généralement à chaque fois dans la vie que t'as que de la pensée positive, ça arrive. Et c'est un truc de ouf. Et j'essaie de le pratiquer au maximum dans tout ce que je fais. Et ça marche pas trop mal. Mais du coup, là, c'est vraiment cette idée de projection mentale et de manager ce que tu laisses rentrer et ce que tu laisses dehors de ton esprit pour réussir à garder un apaisement maximal et être détendu quand tu fais tes apnées, quoi. Et au niveau de ta préparation physique, est-ce que tu fais de l'apnée pure, par exemple à sec ou dans une piscine ou en club? Alors, j'ai jamais fait d'apnée à sec, sauf avec mon petit frère et mon père pour s'amuser quand on était tout petit. Mon père m'a très jeune initié à la chasse sous-marine, avant les 16 ans, euh, même avant, 13 quoi. Et c'est lui qui nous a mis à l'apnée quand on était petit, qui nous a vraiment beaucoup amené et dans les vagues et sur des bateaux, etc. Du coup, ça a un peu fait partie de mon quotidien, quand je pratique la mer, d'aller m'amuser à plonger, etc. Mais je n'ai jamais pratiqué dans un cadre sportif. C'est toi la première fois qui m'a emmené faire de l'apnée en profondeur. Enfin, on était allé À Hendaye, ouais. à Hendaye. Avec Planète Océan. Ouais, et première fois où là, voilà, je descends à 16 mètres, je me rends compte que je suis hyper à l'aise à 16 mètres et que... Mais On non, avait dû s'arrêter à 16 mètres parce qu'on touchait le sable. ouais, et j'ai pas pu, je devais partir, et du coup, le lendemain, on aurait pu aller à 25. J'étais assez frustré d'ailleurs, de pas pouvoir aller à 25 avec toi. Ouais, mais Non, c'est bien d'y aller step by step, surtout sur les nouvelles profondeurs. C'est très bien de commencer par 16. Des fois, aller directement à 25, ça peut être dangereux pour les oreilles ou les poumons s'il y a une mauvaise compensation. Donc, c'était très bien. Bon, bah, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'y aller en tout cas. Et du coup, ouais, la prépa, ça a surtout été d'aller progressivement dans des vagues de plus en plus grosses et de me faire des apnées de plus en plus longues. Et c'est vraiment comme ça que j'ai préparé l'apnée. Puis après, bah, il y a les phases, surtout en sport de combat, où il y a des moments où t'es en apnée parce que c'est hyper intense et que t'essaies de développer un maximum de puissance. Je sais pas si c'est lié, j'ai pas de données là-dessus, donc je peux pas l'affirmer, mais moi c'est un peu comme ça que je vois le truc. Pareil, les phases où tu te fais étrangler, tu peux plus respirer, t'as même des fois plus de sang qui passe, donc là faut que t'arrives à développer cette lucidité pour te sortir de là, et moi c'est quelque chose, tu vois, que je transpose beaucoup à ma pratique de l'apnée, qui est plus de l'apnée de survie, enfin j'ai pas, c'est une apnée qui est obligatoire, quoi. Genre, après oui, j'ai choisi d'être dans cet endroit-là, mais c'est une apnée qui est vraiment imposée. Je vais proposer ça à l'équipe de France.
d'apnée. D'aller dans les vagues. De la strangulation. Des sports de combat où on s'étrangle. Ah ouais, ça je sais pas. Mais, d'ailleurs, il y a eu des recherches faites là-dessus. Et en gros, je crois que c'est les phases d'hypoxie qui permettent de développer un truc de cicatrisation. Il faudra que tu regardes là-dessus. Ouais. En tout cas, ce qu'on conseille pour les surfeurs, c'est de travailler la tolérance au CO2. C'est le travail d'hypercapnie. Par exemple, c'est ce que j'ai pu faire personnellement à Athlete Factory avec le coach Brice, qui nous entraînait une fois par semaine à faire des apnées où on respirait pas beaucoup et on faisait beaucoup de bipalmes et on faisait monter le niveau de CO2. Parce qu'en fait, le niveau d'oxygène, il est très bon, mais c'est la tolérance au CO2 qui donne envie de respirer. C'est le fameux dioxyde de carbone. Donc, pour les surfeurs qui nous écoutent, travaillez non pas l'hypoxie, mais surtout la tolérance au CO2. Et l'hypercapnie, ça s'appelle. Donc tu nous parles de strangulation, de MMA, de sport de combat pour te préparer, tu parles de vagues monstrueuses qui nous tombent dessus. Est-ce que tu as eu des moments magnifiques de paix, de tranquillité avec des animaux marins, avec ton boîtier? Ouais, j'ai eu cette chance. Mais enfin, juste, c'est vrai que décrit comme ça, résumé comme ça donne pas envie. Mais typiquement, tu vois, quand j'étais à Guétari, mec, je me sentais à ma place, au milieu de vagues monstres, mais j'étais dans un niveau d'apaisement dans ma tête, c'était incroyable. Genre, c'est même à Nazaré, j'étais un peu sous pression parce que il y avait beaucoup de monde et qu'il y a ma réputation qui était en jeu et celle de Clément. Mais sinon, c'est des endroits où je suis vraiment dans un niveau d'apaisement et de contemplation assez ouf. Mais pour répondre à ta question de est-ce que j'ai eu la chance de voir des animaux, bah là je rentre de Tahiti où j'y allais avec un influenceur, un créateur de contenu. On y allait pour une association qui s'appelle Matataora, qui milite pour la préservation des baleines et pour l'anagétique. Et donc, on allait là-bas pour faire un projet de vidéo pour promouvoir l'anagétique avec les baleines. Donc, mon job a été pendant 20 jours de promouvoir l'anagétique et donc d'aller nager éthiquement avec des baleines. Et donc, j'ai pu nager avec des baleines, j'ai pu nager avec des raimentas, avec des requins pointe noire, des requins parata. Oui, les requins parata, c'est dangereux, faut vraiment y aller avec précaution. Alors les requins parata, si je dis pas de bêtises, ce sont les requins du large. Ouais, c'est les longimanes, c'est des requins pélagiques. Donc on les voit pas dans les bords, au Dans les niveau des lagons. récifs et lagons, ouais. Mais en fait, là, il y avait un banc de globicéphales. Et souvent, quand il y a les globies, il y a les paratas. Et en fait, il y avait des centaines de globies. C'était un truc de malade. Donc, je crois que c'est des dauphins. Des grands dauphins qui font plus de 4 mètres de long. Dauphin. Et du coup, on allait nager avec les globies, et puis les requins paratas sont arrivés. Et là, quand tu sais comment tu dois te comporter avec un requin, en l'occurrence, ils sont pas non plus immenses, ceux-là, donc ça reste gérable. Ça, c'était vraiment des moments de privilège. Enfin, tu te sens privilégié, quoi. T'es au contact même de la nature. Mais la nage avec les baleines, je crois que c'est ce qui est le plus intense. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui est extrêmement intelligent, qui est très curieux, et à partir du moment où tu le respectes et où tu viens t'approcher, en fait, c'est même pas tu l'approches, c'est tu respectes une distance avec lui qui est d'une trentaine de mètres, et quand lui remonte, juste tu bouges pas. Et lui viendra à toi quand il sera en confiance. Et à partir du moment où tu arrives à créer cette confiance avec l'animal, tu peux avoir des réelles interactions. Dernière nage que j'ai faite avec eux, du coup, j'étais avec Antoine et Solal et je leur avais bien dit, je dis les gars, surtout, on respecte bien le protocole et tout. C'est notre dernière nage, il faut qu'elle se passe au mieux possible. Et en fait, c'était magique de se retrouver. Donc, il y avait maman bébé, la mère restait assez distante. Puis en fait, la mère, quand elle plonge 20 minutes. Quand elles sont sur des phases de repos. Et par contre, les bébés, ils remontent toutes les 3 à 5 minutes. Je crois que plus ils sont jeunes, plus ils remontent. Et du coup, toutes les 3 minutes, il y a bébé qui revient. Donc, la première fois, bébé remonte, et on s'approche, mais on est un peu en mouvement, du coup, le bébé repart, et je dis, les gars, faut pas bouger, comme ça, il se rapprochera plus de lui-même. Et la deuxième fois, on bouge pas, donc là, il commence à prendre confiance, et la troisième fois, là, j'ai vu une vidéo incroyable d'un apnéiste qui fait un tour sur lui-même, et la baleine qui répète ce tour. Et en fait, vraiment, une espèce de danse qui se crée avec la baleine, un jeu, et une réelle interaction consciente entre les deux. Et du coup, cette troisième remontée du bébé, où là, au moment où je vois qu'il est un peu intrigué, qu'il hésitait à repartir, je lance un tour sur moi-même, et là, le baleineau fait demi-tour, lance un tour,
Et au final, je crois que j'ai dû lancer 3 tours et le baleineau on a refait 3. Et à la fin, c'est lui qui est venu. Moi, j'ai pas bougé de là où j'étais. Les gars non plus. Et on s'est retrouvés à devoir s'écarter parce qu'il venait trop proche de nous. Ça reste un petit bébé, enfin un gros bébé de 2 tonnes et qui gère pas forcément super bien un peu son gabarit. Donc nous, on nous avait prévenu, si le bébé s'approche trop, reculez parce que vous prenez un coup de nageoire, vous avez pas passé un bon moment et lui il risque de se faire peur. Donc s'il se fait peur et qu'il est surpris, pas ouf. Et ouais, du coup j'ai eu la chance de nager avec, enfin de photographier et en plus et filmer des animaux marins et c'était magique. Incroyable. Et où est-ce qu'on peut voir ces photos ou ces vidéos? Mais du coup les photos elles arrivent au compte-gouttes sur nos réseaux sociaux. Donc moi c'est Maxime Mergalet sur Insta, il y a Haim Solal et il y a Antoine Musy. Et sinon ça va arriver sur une vidéo YouTube sur le compte de Solal, donc Haim Solal aussi sur YouTube, IMSOLAL. Et là, je suis en process pour essayer d'accrocher une expo photo sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris. Donc là, ce serait la plus grosse exposition photo de ma vie. Et enfin, je pense qu'on va y arriver. On va tout faire pour en tout cas. Mais en tout cas, je te le souhaite, Maxime. Merci beaucoup. Dernière question. Est-ce que tu as une citation préférée? Une citation préférée ouais, je sais pas si tu penses au No Place for Fear que je me suis fait tatouer, mais ouais, y a pas la place pour la peur, en tout cas dans ces milieux-là. Après, j'en ai plusieurs, mais là, tout de suite maintenant, grosse question. Putain, qu'est-ce que j'ai d'habitude? Souvent, moi, quand il y a quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose, j'ai tendance à dire il a 2 bras, 2 jambes, tout comme moi. Bon, après, il y a des gens qui manquent des bras et des jambes et qui font des choses incroyables et ils ont toute mon admiration. Mais c'est vrai que souvent, quand on me dit ouais, t'y arriveras pas, j'ai dit mais lui, il l'a fait, pourquoi j'y arriverai pas? Et les gens, ils ont pas trop de réponses. Ouais, parce que, par exemple, ouais, parce que c'est Mike Horn. Mais Mike Horn, il a 2 bras, 2 jambes, tout comme moi, t'inquiète pas, si j'ai envie, j'y arriverai. Et ça, c'est un truc que je répète assez souvent. Il a 2 bras, 2 jambes. J'aime bien. Super, Maxime, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour ce podcast? Et écoute, j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup ce que tu fais en règle générale, donc j'ai hâte de voir la suite et de pouvoir écouter la suite des aventures de tous tes invités. C'est quelque chose qui T'aimerais que j'invite qui? En lien avec l'océan et l'apnée? Il y a quelqu'un qui m'a vraiment transcendé à Tahiti, qui est Temo Anapoul. C'est lui qui m'a fait nager avec ma première baleine. C'est lui d'ailleurs qui m'a mis en contact avec mon premier tatoueur. D'ailleurs, on est un peu frères de tatouage. Mais ouais, c'est un Polynésien qui a vraiment une culture de l'océan qui est assez incroyable. Il a un respect pour le milieu, pour les animaux qui est assez folle. Et je pense que les interactions que tu pourras avoir avec lui pourraient être intéressantes. Merci Maxime. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, mon loup. J'espère que vous avez apprécié cette interview. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode de la Freediving Family. Prenez le temps de noter le podcast avec 5 étoiles de préférence. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sonores. Ciao la commu, comme dirait Anne-Sophie Passalboni.